bienvenue à la Semaine du Talent. J'ai aujourd'hui l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Marc Leval, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré il y a très peu de temps, mais qui a su me toucher par sa façon d'être, ses valeurs, et quelque part, j'affectionne tout particulièrement son profil et le travail qu'il est en train de fournir aujourd'hui pour mener à bien son gros projet. Et je trouve qu'il a quelque chose à partager aujourd'hui. Je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir. Marc, bonsoir. Bonsoir Maïté. Bien, je vais te laisser te présenter. Tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as évolué, ce que tu as fait et quelles sont les clés que tu peux partager aujourd'hui avec nos auditeurs sur toute la partie talent, mais ça peut être aussi les intelligences, la créativité, parce que tu es quand même beaucoup plus là-dedans, mais tu vas nous expliquer tout ça. Allez, je te laisse nous émerveiller pendant bien 3 quarts d'heure. Allez, c'est parti. C'est pas un exercice facile d'abord comme ça, parce que quand on doit parler de soi déjà, c'est pas simple, mais en plus quand on commence à cocher la case talent, je me suis dit aïe aïe aïe, comme d'ailleurs beaucoup d'autres j'imagine qui vont succéder ou me précéder, parler du talent, parler de soi, c'est pas simple. Moi je suis avant tout, et si on devait donner juste un mot pour me définir, je suis un passionné. Je suis un passionné de la vie d'abord, je suis un écorché vif aussi, vous allez le comprendre un peu plus tard, mais je suis aussi et surtout un passionné parce que je ne peux pas faire les choses à moitié, je dois les faire à 100%, voire même parfois à 200%, ce qui me met souvent dans des situations un peu difficiles, problématiques, même conflictuelles. J'essaie de gérer ça, et depuis que je suis au contact de gens qui sont dans l'univers du développement personnel, qui sont dans des événements comme par exemple la journée de l'audace qu'on a eu l'occasion de faire il y a quelques mois de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des choses à faire autres que ce que je fais maintenant depuis 32 ans et que je vais vous expliquer dans le détail. Alors, si tu veux qu'on commence par qui je suis, d'où je viens, etc., etc., moi j'ai été très longtemps à la recherche de ce que je pouvais faire dans ma vie, de ce que j'avais envie de faire. Je me suis cherché pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Avant, je voulais faire une école hôtelière, donc mes parents me faisaient dîner avant de recevoir des amis, et puis je les servais, et puis je dressais la table, et puis je faisais des choses comme ça. Bon, et puis ça m'a vite fatigué, petit clin d'œil à Michel Saran, voilà, j'aurais pu travailler avec toi Michel, mais ça va pas être possible. Bon. Par contre, je viendrai dans ton restaurant avec grand plaisir. Bon, ça c'est pas fait. Et puis il y a eu un jour un déclic. Une révélation, et tu sais, comme dans les bandes dessinées où tu as l'ampoule qui s'allume au-dessus de ta tête, moi j'ai lu ça. J'habitais en Champagne, dans une ville qui s'appelle Troyes, qui est à peu près à 150 km de Paris, et il y avait une grande foire, ce qu'on appelle la foire de Champagne, avec plein d'exposants. Et mon père avait une entreprise, et il exposait dans cette entreprise. Et je suis allé le voir, et juste à côté de son stand, il y avait une radio qui sponsorisait l'événement. Et quand j'arrive sur le stand de mon père, je vois à sa droite, je m'en souviens toujours, ce studio dans une espèce de bulle en plexiglas. Je vois tout le matériel, les micros, les exposants. J'ai 15 ans. Et là, mais l'illumination totale. Et dans ma tête, en une seconde, je prends une décharge d'adrénaline terrible. Et je dis, je vais faire ça. Et absolument rien d'autre. Et le problème, c'est qu'il faut que j'annonce ça à mon père. Et je rentre le soir, on rentre à la maison, et je dis, papa, voilà, je sais ce que je vais faire plus tard. Mon père sourit, me dit, alors vas-y, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, voilà, je veux faire de la radio. Et là, il y a 32 ans en arrière, c'est comme si tes enfants te disent, maman, je veux être danseuse au Ballet de Paris, ou je veux être footballeur professionnel. Grosse inquiétude chez les parents, et on se dit, oui, mon chéri, tu vas passer ton bac, et puis ensuite, voilà, tu sais, le cursus, enfin, le traditionnel... la traditionnelle explication, passe ton bac d'abord et puis on verra, etc. etc. Bon. Et puis, le deuxième jour, je retourne voir le studio, et là, mais c'est pas possible, je reste scotché contre la vitre, et je vois toutes ces interviews, ces journalistes qui succèdent, ces invités, les exposants, et je me dis, bon sang, mais c'est extraordinaire. Mais surtout, ce que je vois, c'est l'impact que ça peut avoir sur les gens, le plaisir que ça peut procurer aux gens. Ouais. Et je me dis, c'est ça, il faut que je fasse ça absolument. Bon, mon père voit le pic. Et un soir, quand on rentre, il me dit, écoute, il y a une petite radio locale, à Troyes, qui s'appelait Radio 10 à l'époque, j'ai discuté avec le directeur, il est d'accord pour que tu viennes faire un essai. Comment te dire qu'à ce moment-là, je me dis, mon Dieu, je vais faire de la radio, il me dit, oui, enfin, tu vas faire un essai, mon chéri, détends-toi, tu vas pousser 3 disques, et puis on va voir si éventuellement ça peut le faire. Je fais ma première émission de radio, sur cette petite radio, le 12 juillet 1984, j'ai 15 ans. Ma mère est dans le jardin à la maison, elle écoute l'émission, enfin ce qui est censé être une émission. Tous mes potes, évidemment, j'ai prévenu tout le monde, et là, je fais l'émission, et
ça se passe plutôt bien, je me sens bien dans les baskets, et le directeur me dit, si tu veux revenir, sache que tous les samedis après-midi, tu peux venir faire de la radio. Et mon histoire commence comme ça. Et donc, je vais tous les samedis après-midi présenter 2 petites heures d'émission, et je me rends compte encore une fois que tu deviens la star du collège. Oui, bah oui, j'imagine. Tu vois ? Si tu nous dis que tu avais des problèmes. Je te dis l'impact est extraordinaire. Donc je me dis, je veux en faire mon métier et pas autre chose. Et je suis bercé évidemment par toutes les émissions et toutes les stars de l'époque, RTL, Europe 1, etc., France Inter. Bon, et je continue mon petit cheminement, tout va bien. Les premiers réseaux arrivent, c'est Fun Radio, c'est Énergie, je fais Fun Radio à Nancy, et puis à Troyes, etc., etc. Et puis je veux vraiment faire les choses et me professionnaliser. Et donc je veux faire une école de journalisme. Et en 1990, je fais mon service militaire, et j'intègre une école de journalisme à Paris. L'école dure 2 ans, mais je fais qu'une année. Parce que dès la première année, on me prend sur RMC à Monaco. Moi qui n'a jamais foutu les pieds sur la Côte d'Azur, qui n'a jamais vu Monaco, on est en plein mois de juillet à Monaco, il fait 40 degrés, j'ai le petit costume du dimanche de ma petite province natale, je déboule là-dedans. Et première anecdote, quand j'arrive à l'aéroport de Nice, j'ai pas compris qu'entre Nice et Monaco, il y avait quand même une sacrée distance. Tu pensais la faire à pied, c'est ça? Je me suis dit, je vais prendre un bus ou un truc, ben voilà, comme ça. Bon, bref. Et donc, je fais un petit essai sur RMC à Monaco et je suis pris tout de suite pour faire le morning avec Alain Marchal qu'on retrouve qui est toujours sur RMC dans les grandes gueules, entre autres. L'aventure va durer 2 ans, tout se passe bien. Entre-temps, je travaille aussi sur France 2 avec Thierry Ardisson et Christine Bravo dans Froufrou. Je travaille aussi sur TF1 avec Buena Vista Productions pour le Disney Club. C'était la grande époque du Disney Club. Bon. Et puis, évidemment, la radio reprend le dessus. Je quitte Monaco et je me dis, il n'y a que Paris. Je veux aller à Paris, c'est Paris, ça ne peut pas être autrement et je veux rester à Paris. Alors, je vais intégrer le groupe Énergie. Je vais y rester 16 ans. Ah, quand même? Ouais, 16 ans dans le groupe Énergie, dont 10 sur l'antenne de Nostalgie, 6 évidemment sur Énergie. Je vais travailler aussi sur la chaîne Comédie à l'époque de Dominique Farrugia, etc., etc. Bon voilà, donc la radio, ça fait 32 ans que j'en fais maintenant. J'ai vécu les plus belles émotions, j'espère aussi en avoir donné quelques-unes. J'ai fait toutes les scènes, l'Olympia, Bercy, toutes ces grandes scènes parisiennes qui, évidemment, quand tu te retrouves face à 10 ou 15 000 personnes, que tu as des ailes dans le dos qui te poussent comme ça parce que tu es porté par la ferveur et tous ces gens, voilà, et ça, c'est la plus belle émotion que j'ai pu vivre. Et sans doute, celle qui m'a le plus marqué, juste une anecdote là-dessus, je fais l'Olympia. Alors déjà, l'Olympia, autant te dire qu'il y a des fantômes dans les couloirs, et ma mère est dans le public. Ma mère ne m'a jamais vu sur scène et je présente le spectacle. Et à un moment donné, il y a 3000 personnes à l'Olympia, je fais arrêter le spectacle et je demande à la personne qui est à la poursuite, à l'éclairage, d'éclairer juste à l'étage. Il y a une dame qui se trouve juste ici, je voudrais qu'on l'éclaire et je voulais lui dire je t'aime maman, devant tout le monde, devant tout l'Olympia. Ma mère, qui ne sait plus où elle habite, comment elle s'appelle, pourquoi et qu'est-ce qu'elle fait là, complètement paniquée, elle est là, elle est toute fière évidemment, mais ça c'était... Voilà, c'était une anecdote hyper forte. Voilà. Il faut faire des cadeaux de la vie comme ça, je pense, qui font que ça fait un petit clin d'œil et peut-être qu'on ne dit pas assez à nos mères qu'on les aime et à nos parents. Et je pense que c'est des beaux cadeaux, des grands moments comme ça qui... C'est sympa. Puis en plus, je suis très étonnée que tu arrives même à faire ça parce que tu es quand même, te connaissant un petit peu, tu es quand même un peu sur la réserve, tu es quand même... Ouais. Mais tu sais, il y a un truc que je dis souvent, le micro est une arme. Oui. C'est-à-dire, quand le rouge s'allume, que tu sois en studio, sur un plateau de télé, ou dans ton studio, là, comme tu es là, le rouge s'allume, tu es dans ta bulle, rien n'existe. Ouais. Et tu oublies tout. Moi, je suis piqué à ça. Je ne peux pas vivre autrement. Si je pars 15 jours en vacances, je suis comme un fou au bout d'une semaine, parce que j'ai besoin de reprendre l'antenne, et que le direct et l'adrénaline que ça procure, j'en ai vraiment besoin. C'est une vraie drogue, le micro. Et c'est une force. Et autant je peux me trouver à dîner avec 3 ou 4 personnes et être plutôt introverti, ne pas savoir vraiment quoi dire, autant je peux faire un plateau comme l'occasion avec 27 000 personnes et dire bonsoir, et que tout le monde à un moment donné est là à applaudir. Voilà. Donc ça fait 32 ans que l'aventure
de la radio, de la télévision et de la production d'événements se poursuit pour moi, sans interruption. Ça, j'en suis fier. J'ai une pensée évidemment pour mon père qui n'a pas su que je faisais ce métier-là et mais je sais qu'aujourd'hui il doit se dire quel petit con celui-là. Et donc, voilà, donc quand je dis que c'est le plus beau métier du monde, c'est évidemment Michel Saran ou Anthony Cavana diront la même chose, c'est le plus beau métier du monde. Le mien est sans aucun doute le plus beau métier du monde. Ouais. En tous les cas, tu le vis avec passion et tu nous fais bien partager. Et je t'en remercie, les auditeurs aussi, parce que c'est une façon de vivre aussi ce côté, cette profession qu'on ne vit pas, je dirais, sur lesquels il n'y a pas assez on parle beaucoup des coulisses, des boulangers, des maçons, etc., mais pas spécialement des animateurs de radio. Et c'est vrai que c'est sympa ce que tu nous fais partager, cette vie, comment ça se passe, c'est très sympa. Très bien. Donc moi j'ai une petite question. À quel moment tu prends conscience que tu as du talent? Alors tu sais peut-être pas que c'est du talent à ce moment-là, mais qu'en tous les cas, tu fais quelque chose qui t'amuse et tu fais pas un travail laborieux. À quel moment tu prends vraiment conscience de ça? Eh bien, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est au moment où je démarre. C'est-à-dire que quand j'ai 15 ans et que je vois que chez les copains de l'école, ils te regardent différemment parce qu'ils t'ont entendu à la radio, ou que je te cache pas que c'est un aspirateur. Hein, oui, j'imagine que tu devais pas avoir de... Oui, non. Hein, c'est... Il y a eu une certaine époque où effectivement, tu prends conscience qu'il y a un impact chez les filles, et que quand tu as 16, 17, 20 ans, tu te dis « Waouh !» Voilà, j'ai eu mes heures un petit peu... voilà. Oui, tu as eu des heures de gloire très tôt, on va dire ça. Voilà. Mais dès le départ, tu es conscient de ça. Moi, j'étais conscient de ça tout de suite. Vraiment. Donc, tu as 15-16 ans, tu sais que tu as déjà du talent pour ça, et que c'est ta passion, et que vraiment, tu veux faire ça. Donc, oui. on peut dire que tu es le plus jeune prise de conscience talentueux de tous les invités que l'on a sur ce sommet. J'espère que c'est pas prétentieux. Non, c'est pas prétentieux parce que justement l'idée de tous ces interviews, c'est que que chaque auditeur puisse se retrouver dans chaque invité en se disant là son histoire me parle, elle me touche et je comprends maintenant que c'est un peu moi. Donc il y a des gens bien sûr qui ont pris conscience de leur talent bientôt et d'autres qui en ont pris conscience mais qui l'ont pas phrasé. Ça veut dire qu'ils savaient faire quelque chose de bien, mais ils n'ont pas su mettre une étiquette en disant c'était du talent. Toi, l'avantage que tu as, c'est que, et c'est justement la diversité et le côté éventail de tous ces invités, c'est qu'on boit vos paroles et c'est vraiment, non, c'est un régal. Alors là, moi, je suis très heureuse et très honorée d'avoir organisé cet événement et la sélection que j'ai faite, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est le vrai cadeau de vie, il est là. Au-delà du cadeau de vie. Il faut aussi expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent la manière dont tu sais vendre les choses. C'est-à-dire que quand tu m'as pris au téléphone pour me proposer effectivement ça, il faut que vous sachiez, vous qui nous regardez, c'est que si elle avait pu être en face de moi et me mettre de gifles en disant « Mon chéri, je t'explique, tu vas venir tout de suite et tu vas venir nous expliquer le pourquoi du comment », c'est-à-dire qu'au départ, moi j'ai réagi comme tout le monde. J'ai dit « Bon sang, mais comment tu veux que je parle d'un truc pareil ? C'est juste pas possible. C'est improbable. » Elle m'a dit « Bon écoute, hein, tu commences pas, tu me donnes ton jour, ton heure, je t'envoie un mail et on fait ça comme ça. » Voilà, ça c'est ma idée. Et ça c'est vraiment, c'est un booster, c'est extraordinaire. Donc merci à toi. Oh, écoute, merci à vous tous qui avez en tous les cas, tous qui ont été sélectionnés, vous avez répondu présent et je crois que le côté humain de cette semaine du talent, c'est vraiment dans le partage, notre vécu et surtout que les gens ne passent pas autant de temps pour certains à prendre conscience qu'ils ont ça en eux, qu'il faut juste aller le chercher, le réutiliser, le réemployer une fois, 2 fois, 3 fois jusqu'à trouver son... Tu fais partie des rares qui ont pu rapidement trouver leur talent, en prendre conscience et l'utiliser à bon escient. Et c'est bien aussi parce qu'il y a des gens comme ça qui eux le trouvent rapidement. Et encore une fois, il y a une grande différence entre le génie, le talent, la compétence et la qualité, qui sont des choses différentes. Certains peuvent considérer que la qualité plus la compétence devient du talent, à force de faire, bien entendu. Mais en fait, si on n'est pas né génie, on n'est pas né génie. Ça, c'est pas... voilà. Non, je ne suis pas du tout taillée non plus dans les génies, même si moi j'ai pris tardivement conscience suite à quelqu'un, puisqu'en fait le talent, on le reconnaît encore une fois. Je rappelle le module de démarrage, avec toutes les clés qui ont été existées à l'intérieur, c'est que le talent, en fait, c'est la nourriture, c'est votre nourriture, c'est la reconnaissance des autres qui fait que c'est votre talent. Ça, c'est le premier signal qui doit être envoyé. Qu'est-ce qu'on vous reconnaît ? Et je répète toujours la même phrase, si vous voulez avoir une piste pour savoir quel est votre talent, vous demandez à un meilleur ami, vous lui dites, si demain matin tu devais me confier une mission, qu'est-ce que tu me confierais ?
Bon, si vous demande de sortir les poubelles, d'aller tondre la pelouse, bon, ça résume un petit peu le degré. Mais si vous dit, voilà, j'ai l'organisation de mon mariage, de l'événement, ou j'ai quelque chose d'important à faire, il faut que tu viennes avec moi. Voilà, il faut en découdre et vraiment, avec une petite pince à épiler chirurgicale, aller sortir tous ces petits trucs en se disant, waouh, c'est sympa, c'est ce qu'il me dit. Et là, on va se dire, j'ai une valeur, comment maintenant je vais pouvoir l'employer? Ça, c'est ce que j'explique aussi dans le module, par où on peut partir et faire tout ce qui va avec. Mais ce qui aurait été bien, Maïté, c'est de faire l'inverse aussi. C'est-à-dire que moi, je me mets à ta place et tu te mets à la mienne. Parce que le talent, toi, tu l'as. Il serait quand même bon qu'on sache de quelle manière tu le vis, comment est-ce que tu l'appréhendes et comment tu fais en sorte de le mettre au service des autres. Ça aussi, c'est important, mine de rien. Alors lui, vous voyez, c'est un journaliste. C'est un bon, il est talentueux. Il essaye de retourner la situation. Ce qui se passe, c'est que je suis beaucoup plus vieille que lui et que moi, j'ai de la bouteille. Donc, pour répondre à ta question, il y a aussi une session invitée où j'explique comment moi, j'ai vécu la prise de mon talent et tout ce qui va avec. Mais la prochaine fois, rappelle-moi que peut-être tu serais le mieux placé pour m'interviewer, me charcuter. Donc, tu en prends conscience de bonheur. Est-ce que tu aurais aimé peut-être qu'un peu plus tôt dans ta jeunesse, à 7-8 ans, on te dise, voilà, tu as un talent pour faire le pitre, pour t'exprimer, ce genre de choses, ou est-ce que ça n'aurait rien changé par rapport à ton cursus? Non, ça n'aurait rien changé. La seule chose que j'aurais aimé véritablement, c'est que mon père, ou en tout cas un des membres de ma famille, ma mère ou mon père, me disent, dis donc, tu as du talent et on est fiers de toi sur ça ou ça ou ça. Voilà. Ça, j'aurais aimé. Il a fallu que j'attende 30 ans pour recevoir une lettre de ma mère qui un jour m'a dit, tu n'as rien à prouver à personne aujourd'hui, tu t'es fait tout seul et je sais que tu as du talent et tu t'en sortiras toujours. Et ça, c'est la lettre que j'ai conservée, évidemment. Bien sûr. Complètement. Mais avant, non. La seule chose, c'est voilà, j'aurais aimé effectivement que mon père me dise ça et qu'il soit fier de moi et qu'il puisse m'exprimer ce qu'il ressentait ou pas. Donc, ou pas. Ouais, j'aurais aimé, ouais. Alors, au-delà de ton talent d'orateur et de compréhension et d'aisance que tu as sur scène, à la radio, ou même, moi j'ai eu l'occasion de te voir sur scène, donc quels seraient d'autres talents que tu pourrais énumérer aujourd'hui? Écoute, moi j'ai le talent de faire plaisir. Ça, c'est plus qu'un talent, c'est même un leitmotiv. Le talent de faire plaisir, le plaisir de faire plaisir. Je vais te donner un exemple très simple qui va complètement illustrer mon propos. Quand tu es à l'antenne, que tu dis aux gens, voilà, vous allez gagner, je vais vous offrir dans quelques minutes un séjour à l'autre bout du monde, à la Martinique, à la Guadeloupe, ou quelque part, chez Maïté par exemple. Voilà, non, évite. Non, pourquoi? Je fais pas maison d'hôte. Quand tu dis ça à la radio, et que le standard, les 12 lignes de standard sont prises, et que tu prends les gens à l'antenne pour leur confirmer qu'ils ont gagné ce séjour, et que tu entends une dame qui dit, vous savez, avec mon mari, on n'a jamais pu s'offrir de vacances, on n'a jamais quitté la France, on n'a jamais fait de long courrier, on s'est jamais retrouvé sur une plage en amoureux, à manger des cocktails ou à regarder éventuellement des langues, etc. Quand tu fais ça, quand tu offres ça, tu te dis, ça c'est mon talent. Ça, c'est le plaisir de faire plaisir, c'est une obsession. Il y a un grand monsieur qui disait, il y avait Michel Drucker ou Jean-Claude Brialy qui disait « Les docteurs sont les médecins du corps et les animateurs les médecins de l'âme. » C'est pas mal. J'espère être comme ça. C'est pour ça que j'aurais jamais pu être journaliste au sens propre du terme. Ouais. Je préfère animateur. Je ne peux pas être dans l'actualité, surtout avec l'actualité ultra anxiogène qu'on vit en ce moment qui est insupportable. J'ai besoin d'être dans l'entertainment, dans l'animation, dans le plaisir et le plaisir de faire plaisir. Donc si j'avais d'autres talents, je pense que ce serait celui-là, d'offrir du plaisir. Et ça, c'est aussi bien d'ailleurs dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Hein. J'ai l'obsession de me dire, de m'asseoir, de regarder mes enfants jouer et de me dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Exactement. Ça, c'est bon. J'ai besoin de rien d'autre. Donc, aujourd'hui, tu as notre talent. Si on continue, tu as celui de l'oration et de cette aisance. Tu as on appelle ça presque le talent de l'empathie. Ça veut dire vraiment, on prend du plaisir à aller vers les gens et leur faire plaisir. Est-ce que tu en as d'autres? Très honnêtement, là, j'aurais du mal à en énumérer d'autres. Déjà, je trouve bien que le fait d'en parler comme ça et de dire « Oui, j'ai le talent de l'empathie... » Oui, mais pourquoi aussi?
Pourquoi aussi? Parce que socialement, on a toujours tous, et encore plus notre génération, ça veut dire que nos parents et nos arrière-grands-parents sortaient d'après-guerre, donc on était plus dans un mode de survie, ils nous ont transmis ce qu'ils avaient et on les en remercie, mais aujourd'hui on se dit, bon ben ok, il y a quand même la nourriture spirituelle et intellectuelle qui doit venir, qui doit faire partie de l'éducation, et là-dessus on se dit, waouh, comment... Et moi la première, moi j'ai pensé jusqu'à 40 ans que les talentueux étaient désignés par un astre célèbre et qu'ils arrivaient, les gauches ben, c'était les mauvais et les droites, ben, c'était comme ça la répartition. Et finalement on se rend compte que socialement, ce mot est presque galvaudé je dirais, parce qu'il est mal utilisé, parce que tout le monde a du talent. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas une honte d'avoir du talent. Tout le monde en a, donc je vois pas, au même titre que les intelligences, au même titre que l'intelligence émotionnelle, on a tout ça. Alors on le développe ou on le développe pas, on en a conscience ou pas. On a eu la chance de croiser des gens ou pas qui, à un moment, un jour, nous ont dit tu sais, toi, tu iras loin. Ça, juste cette phrase, tu la mets dans ton cerveau, elle est fantastique. Et c'est vrai que c'est ce qui est dommage. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire ce sommet, c'est dire, attention, c'est pas ce qu'on pense et c'est pas donné qu'à une certaine personne d'élite. On est tous pareils, on est tous nés égaux. À ce niveau-là, il y a pas de souci. Donc pour toi, non, on est bien d'accord et c'est justement le thème. Dire qu'on a du talent, c'est pas une honte. Et puis c'est comme gagner de l'argent, c'est pas une honte. Hein. C'est quelque part des choses qui vont très bien. Réussir non plus. Voilà, il y en a qui réussissent moins vite que d'autres. Enfin, dans tous les cas, celui qui se donne les moyens de réussir, il a le droit, il peut. Derrière, toi, tu penses que tu as donc 2 talents. Si j'ai déjà ces deux-là, que ces deux-là sont reconnus, c'est l'essentiel. Mais tu sais, je crois que tu parlais notamment des valeurs et de l'éducation. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a notre génération de parents qui s'ouvre un petit peu plus justement à ça. J'ai l'impression qu'on a plus de facilité à dire à nos enfants, tu as du talent, ne t'inquiète pas, je sais que tu vas arriver à faire ceci, c'est ça. tu vas arriver à faire cela. C'était déjà plus compliqué pour la génération de nos parents. Il y avait toujours ce cursus scolaire, universitaire, toujours des choses très structurées où il fallait évidemment être avocat, médecin, etc. Ouais. etc. Aujourd'hui, je trouve qu'on revient, tu vois, quand on valorise aujourd'hui l'artisanat, quand on valorise des carrières et des filières autres que celles dites traditionnelles ou un peu prestigieuses, aujourd'hui, il y a des plombiers qui sont richissimes, qui réussissent dans leur vie, qui sont très heureux et épanouis. Il y a des boulangers qui ont été qui vont exporter aux États-Unis, qui vont exporter partout en Europe et qui savent faire. Il y a des cuisiniers fantastiques qui ont ce savoir-faire extraordinaire. Moi, je crois que c'est avant tout une question d'éducation. La seule chose que je pourrais regretter, c'est qu'on ne me l'ait pas dit suffisamment tôt, là pour le coup, en tout cas venant de mes parents, pour que ça me libère sur quelque chose. Moi je dis constamment à mes enfants, je leur dis toujours la même chose, je leur dis, effectivement, bien sûr que l'école est importante, bien sûr que les notes sont importantes, mais si tu as une passion, si tu as quelque chose qui te passionne, ça sera beaucoup plus fort que n'importe quel cours, n'importe quel prof, n'importe quelle étude que tu pourras faire. Voilà, travaille avec passion, et à partir de ce moment-là, je pense que c'est déjà un sacré atout. Il peut être musicien, il peut être peintre, il peut être sculpteur, il peut être... Voilà, alors, je veux dire, il faut effectivement qu'à un moment donné, il puisse en vivre, certes, mais... La passion, moi je pense que quand elle te dévore de l'intérieur, je leur dis toujours, mon petit garçon, je lui dis, tu sais, si tu as un petit alien là dans le ventre, laisse-le, libère-le, ouvre-le, fais-le, et moi je te suis, et moi je serai toujours là. Ça c'est super important. C'est ça que j'aurais aimé peut-être. Et c'est peut-être le conseil que je donne à tous ceux qui sont de notre génération et qui ont des enfants. Ne frustrez pas la créativité, même si ça vous semble un peu farfelu, même si votre enfant dit, aujourd'hui, moi, il y a plein de petites filles, petits garçons qui disent, je voudrais faire Star Academy comme métier. Évidemment que ça fait évidemment. Non mais c'est vrai, il y a des parents qui sont très inquiets d'entendre leurs enfants faire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font Star Academy, ça veut dire peut-être qu'ils ont envie de faire de la musique, qu'ils ont envie de chanter, qu'ils ont envie de faire du théâtre. Bien sûr. Tu vois, moi je m'insurge sur un truc, il y a un truc qui m'exaspère dans l'éducation nationale aujourd'hui. Il y a des ados, j'ai des ados dans ma vie aussi, je me rends compte comment l'éducation nationale ne peut-elle pas se rendre compte qu'au lieu de leur faire faire des cours stupides pour aller leur faire faire des herbiers au fin fond d'une forêt pour connaître les feuilles, les machins, on s'en fout. On va plutôt leur faire faire des cours sur la confiance en soi, sur le développement personnel, sur la prise de parole en public. Ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on regarde toujours les cérémonies à l'américaine et toutes les Brit Awards en Angleterre ou des choses comme ça, on se dit « Oh, quelle aisance ces anglo-saxons, ces américains, quelle aisance sur scène !» Parce que depuis tout petit, tout à fait. Et ils savent s'exprimer en public. Et ça, on ne sait pas faire en France. Et il n'y a pas de doute, et on ne remet pas en cause la confiance en soi des enfants, on plante des petites graines qu'on va arroser jour après jour, et ça je suis d'accord. Alors là, ça, c'est juste pathétique. Même aujourd'hui, quand tu vois
le nombre de personnes, des cadres, dirigeants qui sont brillantissimes, j'en connais, qui sont brillantissimes et qui me disent « je ne suis pas capable de parler devant 12 personnes ». La veille d'aller faire ne serait-ce qu'une réunion avec mes collaborateurs, je passe une mauvaise nuit. Et là, je le regarde, je me dis « mais non, mon pauvre, ça doit pas être simple ta life quand même, parce que si tu dois animer 1 à 2 réunions par semaine… » Et c'est le stress, ouais, et c'est ça. Moi, mon fils, quand il a voulu, pour la petite anecdote aussi, me dire « oui, je veux chanter ». Très bien, toi tu chantes comme maman, mais c'est très bien, ça va bien se passer. Et là, il me dit « non, mais tu sais, à la chorale, etc. » Ok. Et là, il est allé faire un spectacle. Et j'ai trouvé ça bien, parce qu'il a pris le courage. Il me dit « maman, j'ai peur. » Ah, j'ai dit « non, maintenant, tu te dégonfles pas, mon gars. Tu es allé jusqu'au bout, tu as fourni tout le travail. C'est juste pas parce que tu as une petite trouille à l'intérieur de ton ventre que tu vas laisser tomber. Maintenant, tu vas te battre. » C'est ça d'avoir peur. Hein, c'est ça d'avoir peur. Et là, je lui dis, et tu vas respirer, tu vas aller chercher ton courage au fond de toi-même, et tu prends tes 2 petits doigts boudinés, et quoi qu'il arrive, tu lâches pas le courage. 1, 2, 3. Go, c'est parti. Et en fait, c'est cet apprentissage qu'on n'avait pas, nous, parce qu'on n'était pas du tout. Ça veut dire que tu étais en mode survie. On nous éduquait, on était bien contents déjà de manger, parce que si on remonte dans les générations, on mangeait pas notre faim. Et là, on se retrouvait dans des situations où on disait, tu veux que je te dise, ça, c'est pas pour nous. Sauf que la vie a beaucoup évolué entre-temps, les moyens de télécommunication, les moyens d'instruction, etc. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce que je dis, quelqu'un qui veut aujourd'hui faire quelque chose de sa vie, avec Internet, il peut, alors tout n'est pas bon à prendre, mais si déjà on fait le tri et on arrive, l'instruction aujourd'hui est à portée de main et gratuite. Et ça, on ne l'avait pas. Tu allais à la bibliothèque, il fallait payer un abonnement, tu avais que le livre de l'école. Enfin, c'était compliqué tout ça. Aujourd'hui, tu cherches quelque chose, tu t'instruis dessus, tu veux faire une compétence, il y a une acquisition qui se fait. Et ça, c'est vraiment très important. Et même topo pour les enfants, même topo pour les adultes, parce qu'aujourd'hui, on a une génération d'adultes aussi qui n'ont pas confiance en eux, qui sont dans le doute. Et à un moment donné, il faut travailler ça. Ces peurs, ces croyances limitantes qu'on nous a mis. Parce qu'en fait, une croyance limitante, c'est un jour, moi je me souviens, je chante très peu, donc quand je dis que mon fils chante comme sa mère, et là mon père me dit, mon Dieu, tu ne seras jamais chanteuse. Ce truc m'est resté dans la tête gravé. J'ai fait la première fois un karaoké il y a 6 mois. Je vais quand même faire 47 ans dans quelques jours. C'est là que je me suis dit, mais pourquoi il m'a dit ça? Mais non, je vais aller chanter. Bien sûr, je chante comme une casserole, mais j'ai pris sur moi de dire, je vous emmerde, je me fais plaisir, je vais y aller. Je vais moi aussi essayer de faire quelque chose. Alors après, si ça me plaît, je vais prendre des cours de chant. Bon, il s'avère que c'est pas spécialement ce qui me fait plaisir, mais j'ai passé le cap de me dire, c'est pas une croyance limitante que j'ai envie de garder. Et ça, c'est important. Toi, qu'est-ce que tu penses, en fait, entre la différence de qualité, compétence et talent et génie? C'est quoi ta vision? Écoute, moi, je pense sur la qualité, la compétence et le talent, moi, je trouve que ces 3 mots ne vont pas l'un sans l'autre. D'accord. Je trouve que pour être complet, il faut avoir les 3. J'avais marqué que le talent, je vais le lire bêtement, genre, non mais parce qu'on s'imagine le type, il a appris son truc et tout. Non, je l'ai juste marqué bêtement sur mon écran. J'ai dit que le talent, c'est mesurable par la qualité de ses compétences. Le talent, c'est mesurable par la qualité de ses compétences. Ouh, tu nous as fait la phrase du siècle, là. Tu nous as fait la phrase de l'événement, quand même. La qualité de tes compétences, le niveau de qualité de tes compétences, fait ton talent, à mon avis. Et le talent, c'est l'alchimie de la qualité et de la compétence. À mon avis, hein. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Tu sais que c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est cette notion de partage et notre vision de voir les choses, et c'est ce qui nous enrichit, de toute façon. Donc, pour toi, d'accord. Le talent est mesurable par la qualité des compétences. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le degré sur un curseur, si tu as le degré de la qualité de tes compétences, tu peux déterminer quel est le degré de ton talent. Ouais. Voilà. Alors, c'est difficile de faire son autocritique ou de se le dire soi-même. C'est souvent les gens de ton entourage ou de l'extérieur qui sont susceptibles de te dire tu es comme ci ou tu es comme ça. Ça, c'est vrai. Et que le talent, c'est l'alchimie de la qualité et des compétences, évidemment. Si tu as la qualité, si tu as la compétence, mon Dieu, quel talent. Voilà, donc ça me semble une évidence. Et je pense qu'il faut avoir les 3. Certains vont mettre toute une vie à faire en sorte que les 3 soient réunis. Certains vont de manière innée, faire en sorte d'avoir ça immédiatement et de pouvoir structurer leur vie en fonction. Et puis il y a d'autres qui vont au milieu de leur vie, c'est mon cas, peut-être réussir à dire quelles sont ses qualités, donc ses défauts, quel est son talent et quel est justement sa ou ses compétences. Voilà. J'y arrive seulement maintenant, j'arrive un peu plus à en parler. C'est pas simple, hein, c'est un exercice, je me fais violence pour dire ce genre de truc, mais voilà, j'espère en tout cas que j'ai ces 3 qualités, la qualité,
compétences et talents. Je pense que pour te connaître, c'est indéniable. C'est indéniable puisque tu as su monter la qualité que tu avais là-bas, ça a su la monter en compétence, ça en a fait devenir un talent. Et aujourd'hui, voilà, tu es sur des projets comme ABC Talk qu'on regarde tout derrière, qui s'affiche, sur lequel tu transposes quelque part ton talent sur un autre vecteur. Je trouve que pour moi, c'est ce qu'on appelle la vraie reconversion, c'est-à-dire que tu prends ton talent et que tu en fais autre chose. Et c'est là où je trouve que le virage est assez sympa. Alors, ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à des gens comme Yannick Alain, que beaucoup de ceux et celles qui nous regardent connaissent. C'est grâce à Michel Poulard, c'est grâce à toi, Maïté, bien sûr. C'est grâce à tous ces gens de la JDA, de la Journée de l'Audace. Pourquoi ? Parce que quand j'ai assisté à la Journée de l'Audace pour la première fois, alors que c'était la 2e édition l'année dernière, j'ai pris la gifle de ma vie. J'en ai pleuré. Je vous jure que c'est vrai, j'ai appelé Yannick, j'ai dit ma vie a changé le jour où j'ai assisté à cette JDA. Pourquoi ? Parce que j'ai vu une succession de gens qui se sont retrouvés sur scène et qui ont pendant 15 minutes, 18 minutes, je crois, présenté leur talent, leur potentiel, leur vie, écorché vif par moments, etc. Et je me suis reconnu à 200% dans ces vies-là et je me suis dit, mais moi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Et à partir de là, je me suis dit, si tu n'as pas le talent toi-même de vendre quelque chose, en tout cas d'être sur scène et de proposer quelque chose, quelle légitimité j'ai par rapport à ça, j'ai pas trouvé en revanche la réponse pour l'instant. Par contre, je sais que je peux mettre en valeur le talent des autres. Alors, je me suis dit que j'allais monter une structure qui s'appelle aujourd'hui ABC Talk, où le principe c'est de structurer des événements au travers de conférences, au travers d'ateliers, au travers de stages, pour ceux qui ont du talent, et en tout cas ceux qui cherchent leur talent. Voilà. Et donc je fais appel à des conférenciers dans divers domaines. Aujourd'hui, la société va avoir 1 an à la fin de l'année, là, en décembre 2016. On a fait on va faire cette année 42 conférences partout en France. On a fait 690 000 pages vues en l'espace de 6 mois. Et 15 000 personnes vont sur le site régulièrement pour voir les conférences. Voilà, donc encore une fois, de manière très très humble, j'essaie vraiment de faire les choses. Et c'est une nourriture, tu parlais tout à l'heure de nourriture spirituelle, elle est là ma nourriture spirituelle. C'est un enrichissement extraordinaire que de voir des gens rentrer dans une salle avec un certain visage et de les voir ressortir avec un autre regard, avec parfois vidés, fatigués, épuisés, mais alors tellement heureux d'avoir pu assister à cette conférence et d'avoir permis à des conférenciers de talent de rentrer en contact avec ces gens. Moi, j'en fais un métier aujourd'hui, parallèlement à la radio, et je te cache pas que je pense qu'un jour ou l'autre, et aussi parce que tu me boostes là-dessus, faire la bascule, et faire en sorte d'arrêter la radio pour ne faire qu'ABC. Mais c'est un vrai enrichissement. C'est extraordinaire l'aventure d'ABC Talk, extraordinaire. Oui, et je pense que non seulement tu la mérites, mais en plus tu l'amèneras loin, parce que aujourd'hui, tu sais que c'est ton canal, c'est ton vecteur, c'est ta nouvelle façon de t'épanouir et de devenir ce que tu veux devenir. Moi, je trouve que tu fais ça bien, et c'est pas parce que tu es là aujourd'hui, parce que tu sais très bien que je suis pas. Je trouve que tu es quand même un garçon extrêmement intelligent, brillant, et quelque part cette confiance qui a pu à un moment donné être une carence. Aujourd'hui, tu arrives à en prendre conscience et tu t'en sers comme étant une force. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui était un ralentisseur il y a quelques années, tu arrives à en faire ta force et à te dire non mais attends, mais il faut que je le récupère. Et c'est ça qui est beau. Quand je parlais tout à l'heure en te présentant que le travail que tu fais, c'est tout un travail de fonctionnement. Ça veut dire que tu n'as pas 20 ans, ton cerveau, comme on dit, le frontal est développé, mais en termes de structure mentale, on remet tout en cause. Là, ce que tu fais, toi, c'est remettre tout en cause, tous tes acquis, toute ta façon de voir en te disant... J'ai toujours vécu dans cette sécurité où je faisais un travail qui me plaisait, où tout le monde est dans la notoriété, et tu peux même pas dire que par moment ça te gonfle parce que tout le monde va te regarder en disant tu vas pas me faire en plus une pendule, non non mais c'est bon quoi, t'as tout pour toi, et là t'es en train de nous expliquer que ça va pas. Oui mais moi aussi j'ai le droit. Et en fait tout ça là tu prends et t'en fais une force, et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment t'inviter là, pour que tu arrives à exprimer ce côté où tu te dis bon voilà, même que tous, hein, on a pris Michel, on a pris Béatrice Chara, on a pris tous ces gens-là et tous te disent, voilà, à un moment donné, il y a un truc qui bascule, il y a un truc qui change ta vie, tu dis, waouh, je vais pas le faire. Béatrice Charla, pour tout le petit truc que vous allez retrouver sur une autre interview, elle, c'est pareil, elle est partie à un séminaire de coaching de KPMG, et elle en sort et elle dit, mais c'est pas moi, il faut que je vive moi. Donc, enfermée dans un costume, enfermée dans un rôle, et là, elle prend à 30 et quelques années la conscience que finalement,
Ben, c'était pas elle. Et le jour où elle est devenue elle a commencé à être efficiente, à avoir un réel relationnel, et une vraie expertise, une vraie valeur ajoutée. Et c'est ça qui est bon. Et ce que je veux partager dans toutes ces interviews, c'est se dire, les gens réussissent, mais ils partent pas tous. On n'est pas nés comme ça. Non, c'est du travail, c'est un cheminement que l'on fait tous et sur lequel il faut travailler, il faut aller chercher et se dire, ok, comment je fais? Alors, bien sûr, si on a la chance de pouvoir se faire entourer, c'est bien, mais c'est... Et la peur. Oui, maîtriser. Bien sûr. Parce que, tu sais, on parle souvent de ce fameux syndrome de l'imposteur. Bien sûr. Quelle légitimité j'ai à faire ça? Qu'est-ce que je peux proposer de plus que les autres n'ont pas? Donc c'est ça qui est extrêmement difficile. C'est ça qu'il faut vaincre, et c'est ce saut à l'élastique où on se demande si l'élastique est bien attaché. Donc il fallait le faire, mais je te dis encore une fois, c'est en étant au contact de gens comme toi ou les autres que j'ai cités tout à l'heure, que franchement, il y a un an, je me revois encore discuter de ça en me disant je veux faire quelque chose, je veux structurer quelque chose. Et j'avais aucune idée, on a déjeuné ensemble, et je t'avais même présenté un autre projet, tu m'as dit tu t'en fous, ça marchera pas. Oui, parce que c'est ça aussi, Maïté. Elle m'avait dit bon écoute mon chouchou, je t'explique ce que tu m'as proposé, parce que tu m'as présenté, ça marchera pas. Bon, alors je pense à autre chose. Je suis rentré, j'étais décomposé. Je me suis dit mais il faut que je trouve autre chose, parce que Maïté, elle m'a dit que ça ne marcherait pas. Bon, alors donc, machin, et ABC est venu comme ça, au fur et à mesure, et aujourd'hui, ben, ça prend forme. Merci de m'avoir fait prendre conscience que j'allais dans le mur avec l'autre projet. Voilà, merci. Disons que j'ai pas toujours les formes pour dire les choses, mais en tous les cas, celui-ci te collait à la peau, c'était le tien, c'était sûr. Là-dessus, je n'avais pas de doute. Alors, une des dernières questions, c'est si tu devais expliquer à ton fils, le dernier, ce qui est le talent, avec des mots simples, tu dirais quoi? Le mot, un des mots qui revient systématiquement, que j'ai entendu pendant toute mon adolescence, qui m'a saoulé, mais je ne pouvais pas l'entendre, et pourtant c'est une réalité, travail. Travail, bosse, acharne-toi, accroche-toi, ne laisse jamais les autres te dire que c'est pas possible, parce que ça aussi c'est insupportable. Non mais tu vas pas y arriver, laisse tomber, tu vas pas y arriver. Fais-le, tu vas prendre un mur, 2 murs. Avant de monter à ABC, je me suis trompé 2 fois. J'ai 2 sociétés, je les ai plantées les 2. J'étais mal entouré, j'ai mal géré, j'ai mal fait les trucs, mais c'est pas grave. J'en monte une 3e aux grandes dames de ceux qui m'entourent et qui me disent que ça t'a pas suffi de gîte. Non. Je vais en prendre une 3e si ça se trouve, mais voilà, je m'accroche. Donc je lui dirais ça, travail évidemment. Je lui dirais de prendre du plaisir, parce que ça, mon Dieu, si on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, c'est juste pas possible. Si tu es obligé de te lever tous les matins en te disant faut que j'y aille, ça va être une tannée, c'est pas possible. Moi je me lève le matin, je me dis qui est-ce que je vais croquer là, comment ça va se passer, qui, quoi, comment. Donc non, ça je ferai ça. Ne lâche rien, ça c'est sûr. Et puis il y a une phrase aussi qui revenait souvent, qui était de dire si on veut, on peut. Si tu veux, tu peux. Quand j'étais ado, même adulte, je ne supportais pas d'entendre cette phrase, parce qu'elle venait tout le temps des gens qui avaient réussi ou qui avaient besoin de rien. Mais tu sais, si on veut, on peut. C'est tellement facile de dire ça. Sauf qu'ils ont raison. Ils ont raison. Oui. Si vraiment tu as niaque, si tu as la lienne, là, comme je le dis, si vraiment tu y crois, je pense que rien ne peut t'arrêter. Rien. Moi, j'ai commis des erreurs. J'ai 47 piges aujourd'hui. Parfois, je me dis, merde, j'ai perdu du temps sur certaines choses. Je vais le rattraper maintenant. Mais je pense que si j'avais eu cette conscience-là, si j'avais rencontré des gens comme toi et les autres avant, j'aurais pas fait toute cette somme de conneries que je paye encore aujourd'hui. Mais je lui dirais ça, mon fils. Ne perds pas de temps, va à l'essentiel et prends du plaisir, vas-y. Et prends du plaisir. Et je rejoins et je repartage, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'en suis arrivée là. J'ai monté une première société, ça n'a pas fonctionné. Une seconde, une troisième, 4. 4 pour en faire de l'argent. Je ne gère pas ça comme des échecs, je gère ça comme des apprentissages et des leçons. À la 4e, je n'ai pas refait parce que j'ai tiré les leçons de ce qu'il fallait bien. Et à la 4e, j'ai su huiler, m'entourer, parce que j'ai compris qu'à un moment donné, on ne sait pas tout faire. Donc il faut s'entourer de gens qui ont la compétence, leur talent, pour pouvoir analyser certaines situations. Et ça, c'est ce qui est important. Moi, j'ai toujours un peu c'est pareil, un peu comme le talent, cette vision qu'ont les gens en se disant « Ah ouais, non mais lui, il a réussi dans les affaires, fastoche ». C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est du chemin, c'est de la technique. Et j'en connais très très peu qui demain matin sont capables de dire j'ai démarré, j'avais 18 ans, j'ai fait fortune et ça s'est bien passé. Pour ainsi dire, j'en connais pas. Tous les gens que je connais au placé qui ont vraiment réussi dans les affaires, ils t'expliquent qu'eux aussi en ont chié, qu'eux aussi ont eu des moments de doute, qu'eux aussi ont dû se dire j'y vais ou j'y vais pas.
Est-ce que je prends la bonne décision? Mais en tous les cas, l'important, c'est de prendre une décision, bonne ou mauvaise. Prenez toujours une décision, parce que même si vous prenez une mauvaise, elle vous amènera à reprendre une décision bonne. Si vous la prenez, n'en prenez pas. En fait, on n'a pas le choix. On est obligé de subir la vie qu'on a. Et ça, c'est hyper important, parce qu'une fois qu'on y est, on se dit, waouh, c'est simple, mais il faut passer. Il faut vraiment passer un gap où on se dit, ok, j'y vais, j'ai sécurisé mon patrimoine, mes enfants, mes machins. Là, ce que je veux faire, je vais le faire à fond. Et je donne toujours ce même conseil. On a une grosse problématique dans ce bas monde, c'est qu'on attend des autres. On attend qu'on nous porte du business, on attend que machin fasse, on attend que l'autre nous mette en relation, on attend. Et ça, c'est le vrai syndrome de notre société, c'est que attendre comme ça après les autres, en fait, on ne fait rien. Mais la vraie définition, c'est que personne ne va venir, parce que tout le monde attend quelque chose de tout le monde. Donc, dans l'absolu, rien ne va se passer. Alors que si vous allez chercher, si vous êtes dans l'action et si vous faites, obligatoirement, on a quelque chose. Et c'est ça qui est important. Je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu dis, je bois tes paroles. Non, mais il y a qu'un truc sur lequel moi je veux aussi revenir, parce que ça me semble une notion très importante qu'il ne faut pas mettre de côté, parce que c'est aussi une réalité, c'est le facteur chance. C'est-à-dire qu'il y a ce facteur chance, il doit être aussi présent, on doit en prendre conscience aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se fixent des objectifs, qui y croient, qui s'acharnent, et parfois ça ne vient pas. Mais je pense qu'il ne faut pas rester là-dessus en se disant « oh là là, ça ne vient pas ». Je crois aux synchronicités, je crois au fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de hasard, donc à un moment donné, avec l'acharnement et toute la passion qu'on y met, ça mettra peut-être du temps, le facteur chance viendra peut-être tardivement, mais je pense que si vraiment on s'y accroche, on y croit, et on le fait vraiment avec la plus grande sincérité, je suis archi convaincu qu'on doit pouvoir... Je parle comme ça maintenant, hein. Oui, moi, tu vois, avec les années, je raisonne autrement. Pour moi, le facteur chance, le mot chance est un peu galvaudé, parce que pour moi, quand tu es dans ton chemin, dans ton talent, et les choses s'en fichent tout rapidement. Ça veut dire que tous tes projets vont venir s'imbriquer sans petit caillou qui va se mettre dans l'engrenage. Alors, c'est pas de la chance pour moi, c'est qu'à un moment donné, tu as tous les facteurs réunis qui font que tu es sur ton bon chemin. Alors on appelle ça de la chance, mais pour moi je dis, voilà, toi tu fais partie à un moment donné, si les choses se passent comme elles doivent se passer, il y a un vieux proverbe chinois qui dit que quand les choses doivent pas se faire, elles se font pas. Et généralement, moi dans les affaires, quand je rachète des sociétés, dès que je vois qu'il y a 2, 3 choses qui vont pas, je dis stop, je me retire. Ah bon, mais pourquoi? Mais non, mais c'était sympa. Non, mais très bien, mais moi je me retire. 6 mois, 1 an après, j'entends le signal que j'avais fait une lecture, que j'avais du mal peut-être à... Mais pour moi, le facteur chance, c'est plutôt se dire, ok, j'ai pas de problème. Alors, on retraduit ça comme étant de la chance de nos jours, hein, avec notre vision d'humain, mais est-ce que c'est pas juste qu'on est sur le bon chemin et qu'on est vraiment avec les bons outils, avec ce qu'il faut, et que tout doit se faire comme ça doit se faire? Voilà, après, il y a plusieurs façons de lire et plusieurs visions, mais je trouve que ça en fait partie. Parce qu'après, on a l'impression que la chance, c'est l'élu, c'est celui qui gagne au loto, mais combien de fois on voit des gens qui gagnent au loto, qui 2 ans après ont perdu toute leur fortune, parce que quelque part, ils ont vécu le syndrome de l'imposteur, ils ont vécu tout un tas de syndromes qui ont fait que ils ont mal vécu cette situation-là, parce que pas préparés, hein. D'ailleurs, on le voit encore dans les footballeurs, notre ami président François Hollande nous le rappelait bien gentiment, que voilà, ils se sont retrouvés avec un certain rythme de vie, mais c'est aussi, ça fait partie des aléas de la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir non plus à ces gens-là, et je trouve ça un peu méprisant aussi de tenir des propos comme ça. Voilà, c'est ok, qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans une école d'éducation, ces footballeurs, parce que sous prétexte que on pense qu'ils sont pas bien élevés, c'est toute une profession qui est comme ça. On peut pas non plus dire qu'il y ait des variations ou des gens qui sont un peu sortis du lot, c'est globalement c'est ça. Et ça dérange pas en tous les cas tous les Français que ça soit comme ça. Donc et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est cette vision que l'on a, où on se dit, c'est pas pour moi parce que lui il a eu de la chance, c'est pas pour moi parce que lui il est bel homme, c'est pas pour moi parce que lui il a réussi, parce que lui il a de l'argent. En fait, on a tous le droit d'essayer, et en tous les cas de se donner les moyens. Et comme tu le disais très bien, du moment où on décide de se donner les moyens, il ne faut pas se trouver des mauvaises excuses, enfin des faux problèmes. Il ne faut pas attendre des autres, il faut vraiment se dire, j'y vais. Mais là, je me donne une chance, je focalise, pendant 1 an je monte un projet, j'y vais et je vois ce que ça donne, et au moins, je serais partie de cette terre en me disant, j'ai essayé, et je ne suis pas dans ma maison de retraite à me dire, si j'avais su, j'aurais fait autrement.
Parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver à 70 piges en disant « et si je l'avais fait ?» Mais bien sûr. Et si je l'avais fait? Il n'y a rien de pire que ça. Ça aussi était ma hantise pendant des années. Bien sûr. Mon Dieu, si dans 20 ans tu te retrouves et que tu fais un petit point sur ta vie en disant « et si je l'avais fait ?» ça c'est quand même terrible. Mais tu vois, tout le discours que tu as là, c'est essentiel que les enfants entendent ça. C'est essentiel de les éduquer de cette manière-là. C'est essentiel que les profs prennent le temps de leur expliquer. Il y a un célèbre neurologue qui disait « c'est pas compliqué, en France, on passe 8 fois plus de temps à parler des choses négatives sur un bulletin de notes de notre enfant que des choses positives. » Et c'est vrai ça. C'est vrai. En Amérique du Nord, par exemple, les Canadiens, quand vous avez une mauvaise note sur un bulletin, ils vont passer 2 minutes sur la mauvaise note, mais par contre, sur l'évolution et la progression sur le bulletin et les autres notes, ils vont passer les 3 quarts du temps. Et c'est ça toute la différence avec le système français. C'est ça que je déplore aussi dans notre système. Ça, après, c'est une question d'éducation. C'est un problème de format. En tous les cas, moi, ce que je dis aux parents, et c'est pour ça qu'on a des jeunes enfants qui sont aujourd'hui parmi les auditeurs, c'est que il y a ce qu'on nous apprend à l'école et ce que les parents doivent aujourd'hui compenser. Voilà. Alors bien sûr, chers parents, vous ne pouvez pas savoir ce qui va ou ce qui ne va pas, mais en tous les cas, il y a aujourd'hui, notamment la Semaine du Talent et d'autres événements qui vont être créés, et j'espère que ça donnera envie à des gens qui font ce genre d'événements à en créer et que ça puisse se propager pour que tout le monde puisse prendre conscience, qu'on puisse éveiller les consciences. Ça veut dire se dire, je ne suis pas quand même venu dans ce bas monde pour avoir Facebook, payer des impôts, travailler et aller me coucher. Ça me paraît être une aberration. Ça veut dire qu'on doit transmettre à nos enfants un certain patrimoine d'éveil de conscience sur lesquels eux-mêmes doivent pouvoir se dire « j'ai confiance en moi, je suis capable de faire quelque chose demain ». Et ça, je dois le retransmettre. Et on doit transmettre ça dans les décennies, et non pas des clics ou des likes ou des machins. Ça me paraît être, à un moment donné, j'ai un problème moi éthique en me disant « mais ok, mais qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer de notre descendance ?» Parce que finalement, on ne les enrichit pas. On pense aussi que l'éducation nationale, mais nous savons tous que l'éducation nationale est très en retard par rapport à beaucoup de pays, sur la pédagogie inversée, sur tout un tas de pédagogie alternatives. Mais voilà, chers parents, prenez conscience. Et alors c'est rien, quand on génère de la confiance en soi à un enfant, c'est de lui dire « waouh, t'es beau ce matin, t'es encore plus beau que ton papa ». Alors là, moi, quand je dis ça à mon fils, quand il sort de chez le coiffeur, mais c'est bon, quoi. T'as l'impression qu'il a mis la couronne, le spectre. Il me dit, je suis vraiment plus beau que mon papa. Ah oui, ton père, il t'arrive même pas à la cheville. Ça, c'est de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? Se sentir beau, se sentir intelligent, se sentir talentueux, se sentir fort, quoi qu'il arrive, et se sentir juste invincible. Il faut qu'on leur mette un déguisement de Superman et de Wonder Woman pour que ces gamins puissent avoir des racines et des ailes pour partir demain dans la vie et ne pas vivre ce que nous avons vécu aujourd'hui. Moi, la première, avoir vécu, moi j'étais timide, j'étais complètement, j'étais aseptisée. La première fois, on m'a dit, c'est intelligent ce que tu dis, Maïté. Je me suis dit, c'est de moi, il parle, moi, parlez à moi, c'est intéressant. Voilà. Et ça, c'est dommage, parce que quelque part, le jour où on en prend conscience et on prend conscience de son intelligence, là, on devient des éponges. Mais si on arrive à semer ça chez les enfants, c'est des armes d'apprentissage, c'est des armes d'évolution. Et on n'a pas toutes ces peurs et toutes ces craintes en se disant, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que moi, pour qui je me prends, avec le syndrome de l'imposteur, comme tu le disais, et Michel en parle, Sarah, dans son interview très bien aussi, quand il me dit, je fais des recettes et pendant 3 minutes et demie, je me nourris parce que les gens me disent que c'est délicieux, puis après je me dis, oh, t'as pris la place à quelqu'un. Je dis, détends-toi. Mais on a tout ça. Même moi, j'ai encore aujourd'hui le syndrome où je me dis, mais pour qui tu te prends pour faire la Semaine du Talent? Et rapidement, je raisonne, je me dis, parce que personne ne le fait. Et que moi, j'ai de l'argent pour pouvoir monter, faire de la régie, faire de la communication, prendre un agence RP pour que les gens puissent se partager et transmettre ça à leurs enfants, à leurs collègues, à tout le monde. Et tous les invités qui sont venus sont là pour, justement, on est dans le partage. Eh ben, si c'est moi qui dois lancer le pas, je lancerai le pas. Voilà. Et je ne me prends pas, pour qui je me prends? Pour Maïté Quintana, qui à la limite, avant de partir de cette terre, va laisser une trace en se disant, mais partagez, bon Dieu, partagez, c'est gratuit, c'est de la gratitude. Il y a quoi de mal à ça? Et oui, tu as raison. Et il y a deux mots aussi qu'on n'a peut-être pas dit quand on parle de l'éducation de nos enfants. C'est l'expression du « je suis fier de toi ». Oui, bien sûr. Ça, c'est très important. Très important. Je suis fier de toi. Et puis le dernier mot, moi je vis pas avec mes enfants qui sont à Antibes, mais quand je les ai au téléphone, je ne peux pas concevoir de terminer une conversation sans lui dire « je t'aime ». Voilà, c'est tout. Et si ça,
Moi, je n'ai jamais dit je t'aime à ma mère. Ah non, mais non, jamais. C'est incroyable. À mon père encore moins, et à mes frères encore moins, puisqu'on peut même pas se faire la bise, on se serre la main quand on se dit bonjour. C'est un truc d'incroyable. C'est affreux. Il y a une pudeur comme ça qui est ridicule. Mais on a toujours été élevés comme ça. Moi, j'ai décidé de prendre le contre-pied de ça. Mes enfants, je termine toujours par un je t'aime, une conversation téléphonique. Maintenant, il y a les FaceTime, il y a les Skype, il y a les machins, donc on peut effectivement beaucoup plus communiquer, c'est beaucoup plus simple. Mais ils ont ce réflexe-là. Même si je les ai 2 minutes au téléphone, ils vont me dire « Bon, je t'aime, papa, je t'aime. » Voilà, stop. À partir de là, tout est fait. Ils ont ça en tête. C'est une obligation. Voilà, on fait ça de manière machinale, mais ça sort du cœur et c'est fort. Je suis fier de toi et je t'aime. C'est ça. Et ça construit un enfant. L'amour construit un enfant, je suis d'accord. Alors ça, c'est... Et même un adulte peut arriver à se rééduquer en ayant ce type de propos, en ayant une forme de bienveillance chaque jour, peut recommencer à ressemer et peut refaire germer ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi c'est ce que j'explique beaucoup dans les conférences, c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi à 50 ou à 60 ans que la vie est terminée, qu'il faut se dire c'est bon, c'est terminé. Au contraire, c'est en appliquant des systèmes de règles, de la bienveillance verbale, voilà. Moi je vois mes voisines quand je suis arrivée à vivre ici en Guadeloupe, j'ai toujours la sale manie de dire bonjour ma belle, bonjour mon grand. C'est quelque chose, voilà. C'est quelque chose et tout le monde est un peu surpris en me disant mais tu te prends pour qui toi? Et en fait ce bonjour ma belle chez les femmes était, voilà, je les voyais, je dis tu es magnifique aujourd'hui. Et là j'ai des voisines qui passent parce qu'à un moment donné dans la journée ils ont une journée de merde où elles vont m'appeler et c'est juste comment tu vas ma belle? Voilà, c'est juste ma jolie. C'est juste ça. Alors bien sûr pour un homme, pour une femme c'est un peu compliqué, c'est toujours pour ça que je dis bonjour mon grand, que c'était beau comme un camion aujourd'hui. Et les femmes ne s'altèrent pas sur ce type de propos puisqu'elles savent que c'est toujours très amical. Mais c'est une forme de bienveillance qui, sans le vouloir, elles ne se rendent pas compte. Je mets chez elles une beauté chaque jour. Elles sont belles, elles se sentent belles. Et si c'est une femme qui le dit, c'est 2 fois plus de prix que si c'était un homme et il n'y a pas d'arrière-pensée. Et ça, c'est pareil pour les enfants, c'est pareil pour les adultes. Qu'est-ce que ça peut nous coûter de dire une gentillesse chaque jour à quelqu'un en disant « Waouh, t'es super, waouh, c'est intelligent, waouh ». C'est juste qu'à un moment donné, c'est gratuit et ça nous nourrit nous, parce qu'on est dans la bienveillance, et ça nourrit l'autre parce que l'autre il se dit j'ai une journée de merde, mais rien que d'entendre ça, moi ça me fait un bien fou. Ah, ça fait du bien. Et ça, voilà, c'est un côté. Et vraiment, c'est important, je pense aussi, de partager ça avec les enfants. Moi, les miens aussi, j'essaie de les élever dans la bienveillance, dans le je t'aime et dans le partage. Quand tu rentres manger, nous on mange aussi le soir très de bonheur parce qu'on mange avec nos enfants, parce que j'ai envie de partager leur vie scolaire et leur vie, pas me rendre compte qu'au bout de 14 ou 15 ans, ils nous ont finalement, tu découvres un gamin qui t'as rien vécu, parce qu'en fait t'as vécu que les week-ends et le soir. Mais c'est vrai que c'est pas simple de faire cette liaison, de créer des liens. Mais je trouve que notre génération aujourd'hui, d'avoir souffert de on fait pas la bise et on dit pas je t'aime à ta mère, c'est pour nous un renouveau et moi j'ai commencé à dire je t'aime à ma mère il y a 2 ans, je vais faire 47 ans. Ouais. Tu vois, à un moment donné tu te dis bon, il y a que toi qui peux ouvrir le pas parce que elle, à 76 ans c'est trop tard, elle pourra plus refaire le pas, alors que voilà. Et quand je l'ai prise à mes bras et que je lui dis je t'aime, elle s'est mise à pleurer, mais voilà, et de ce jour-là, ça a été terminé. C'est quelque chose qui fait que tu es dans le partage et tu es dans la relation. Et encore une fois, tu es dans l'émotion. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est vraiment le leitmotiv dans notre vie? L'apprentissage se fait dans l'émotion, le partage se fait dans l'émotion. Et c'est ça qui est sympa. Ouais, absolument, absolument. Bon, mais je crois qu'on a bientôt fini, mon chéri, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'espère que les chers auditeurs ont passé un bon moment, mais on y est allé on a fait quand même oh, c'était sympa. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin, parce que je trouve que tu fais ça bien, donc tu vas... Qu'est-ce que tu pourrais dire d'intéressant en conclusion à nos auditeurs? Rendez-vous sur abctalk.fr. Bille pour la coupe, celle-là. Non, je vais la laisser en plus. Je vais la laisser. Non, le mot de la fin, je pense qu'il y a des mots qui sont revenus très très souvent quand on parlait d'amour, quand on parlait de passion, quand on parlait d'authenticité, quand on parlait d'alchimie, de besoin de travailler et ce besoin d'être constamment dans le plaisir. Voilà. Moi, j'espère que tous ces mots résonnent bien dans votre esprit. L'avantage de ce genre de petite réunion en vidéo, c'est qu'on peut la repasser plusieurs fois, ouais. C'est des moments forts. Donc voilà, franchement, j'ai aucune leçon à donner à personne. Mon parcours
qui semble comme ça peut-être tu vois, un peu féerique. On se dit oh là là, c'est magique, machin. Il a quand même été particulièrement difficile sur certains points, mais évidemment toujours très enrichissant. Donc je dis merci à la vie. Merci d'être ce que je suis aujourd'hui. Je n'imaginais même pas pouvoir dire ces phrases ou ces mots il y a encore 1 an ou 2 ans. Hein. C'était improbable pour moi. J'étais dans la rébellion constamment. Donc voilà, je vous souhaite évidemment le meilleur surtout, de trouver votre voie, de trouver ce qui vous inspire le plus, ce qui vous donne le plus d'inspiration, le plus d'épanouissement, et d'en faire profiter un maximum de gens. Voilà, c'est partager et grandir ensemble. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup, Marc. Nous étions donc en compagnie de Marc Leval, qui a bien passé un délicieux moment sur le partage de sa carrière, sa façon et sa vision du talent. Voilà, merci beaucoup, Marc, en tous les cas, ça a été un vrai plaisir. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Juste un dernier mot. Tu ne fais croire à personne que tu es aux États-Unis, c'est un poster. Tu sais que je te like, tiens, regarde, tu sais quoi, tu la prendras en photo, celle-là, tu la mettras dans ton Facebook. Chers auditeurs, à très bientôt et au prochain rendez-vous. À très bientôt, merci.